On connaît Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco da Gama, mais très peu savent que le plus grand explorateur du Moyen Âge était né ici, en Afrique. Il a parcouru plus de 100 000 kilomètres à travers 40 pays, des rives du Niger à la Chine impériale. Son nom, Ibn Battuta. Et il n'était pas seul, car l'Afrique aussi a ses explorateurs. Je me rendis à Gao, l'une des plus grandes villes du Soudan. Elle est située sur les rives du grand fleuve du Nil, que l'on appelle ici le fleuve du Soudan. J'y trouvai un peuple généreux, pieux, et un roi qui gouverne avec justice. On commence notre voyage à Tanger, porte du continent africain, point de rencontre des vents, des routes et des mers. Ici, le détroit relie des mondes depuis des millénaires. Un passage qui a façonné des marchands, des érudits, mais surtout des voyageurs. C'est ici qu'est né l'un des plus grands voyageurs de l'histoire, Ibn Battuta. Et c'est là aussi qu'il sera enterré. Son tombeau au cœur de la médina de Tanger retrace son parcours. Et pour mieux le connaître, on va remonter le fil de sa vie. C'est au sein de l'espace d'exposition dédié à la mémoire d'Ibn Battuta, situé en plein cœur de Tanger, que l'on peut suivre avec précision la chronologie de sa vie, mais surtout de ses voyages. Il est né en 1304 à Tanger dans une famille de juristes. Ibn Battuta étudiait la théologie lorsqu'il décide, à 21 ans, d'entreprendre son pèlerinage à la Mecque. À cette époque, les étudiants en sciences religieuses étaient vivement encouragés à parcourir le monde afin d'élargir leurs connaissances et de témoigner de l'universalité de l'islam au-delà des différences culturelles. Mais ce voyage spirituel devient bien plus qu'un simple pèlerinage, ça devient une odyssée sans fin, faite de découvertes, de rencontres, d'études, de diplomatie et d'émerveillement qui va durer plus de 30 ans. De l'Afrique du Nord à l'Égypte, de la Perse à l'Inde, jusqu'à la Chine et à la côte Swahili, Ibn Battuta va parcourir l'ensemble du monde musulman, allant même jusqu'aux portes de l'Empire du Mali. Il va raconter tout cela dans un ouvrage devenu légendaire, la Rihla, et c'est ce voyage que je vais vous raconter dans cette partie. En Afrique, Ibn Battuta parcourt l'Afrique de l'Ouest et la côte Swahili jusqu'à Kilwa, Kisiwani, mais c'est dans la dernière partie de son ouvrage qu'il va à la rencontre du grand empire du Mali, qui à l'époque est déjà à son âge d'or. Nous sommes alors entre 1351 et 1354, une période où le commerce transaérien relie déjà l'Afrique du Nord et le Sahel. Quelques décennies plus tôt, le pèlerinage fastueux de Mansa Moussa, illustre empereur du Mali, avait marqué à jamais l'histoire du monde, mais surtout celle du monde musulman. Et en 1324, il prend la route vers la Mecque, entouré de milliers de serviteurs et de courtisans, distribuant de l'or tout au long de son périple. À cette époque, les routes reliant l'Afrique du Nord au cœur du désert sahérien étaient le théâtre d'intenses échanges. Or, sel, ivoire, étoffe et hommes qui y circulaient sans relâche. Vers le nord, on écoulait l'or du Mali, vers le sud, affluaient tous ces produits-là, en plus de chevaux, de tissus, de produits d'artisanat. Le commerce et la foi se mêlaient ainsi pour tisser les routes de l'islam entre le Sahara et les fleuves du Niger. Et c'est dans ce contexte justement qu'Ibn Battuta entreprend son voyage vers le Mali. Il est mandaté par le sultan du Maroc pour observer de plus près cet empire devenu de plus en plus imposant. Son voyage démarre à Fès, puis il traverse Sijilmassa, un carrefour marchand au nord du Sahara. Là, il rejoint une caravane en route vers le Mali. Plusieurs semaines de marche sous le vent et le sable avant d'atteindre Taraza, une cité minière bâtie sur le sel. Ibn Battuta ne va pas aimer la ville de Taraza. Ce n'est pas une belle ville. Ses maisons et ses mosquées sont construites en plaques de sel. Pourtant, c'est ici que s'échangeait le sel du nord contre l'or du sud, un commerce à l'époque vital pour l'ensemble des royaumes sahéliens. Son périple s'achève finalement à Walata, où il découvre un monde au contraste saisissant. Là-bas, la ville est fraîchement islamisée et elle conserve encore la vigueur de ses traditions ancestrales. Dans ses rues sablonneuses, les anciens cultes pré-islamiques cohabitent avec les nouvelles mosquées, comme si ces deux univers tentaient encore de s'accorder. Ibn Battuta est totalement dérouté par ce qu'il voit.
la liberté des femmes, leur présence assurée dans l'espace public, certaines laissant même leur poitrine découverte. Et oui, c'est ce qu'il raconte noir sur blanc dans son récit. Un monde où la femme est vue complètement différemment. C'est donc un véritable choc culturel pour le voyageur venu du Nord, mais c'est aussi la découverte d'une autre manière de vivre la foi, plus ancrée avec la culture locale, où l'islam se mêle désormais aux coutumes pour créer un équilibre bien singulier. Pour l'anecdote, en guise d'accueil, Ibn Battuta reçoit un gâteau au miel qu'il juge avare de la part du Mansa Suleiman, lui qui avait l'habitude de grands fastes des autres pays qu'il accueillait lors de ses voyages, lui, grand érudit musulman. Plus tard, il longe le fleuve Niger qu'il prend d'abord pour le Nil. Il s'émerveille d'un empire sûr et ordonné où l'on pouvait voyager seul et surtout sans crainte. L'armée royale protégeait les routes et les marchés. Dans la capitale du royaume, il rencontre le Mansa Suleiman, frère de Mansa Moussa. Et lorsqu'il s'adresse à ses courtisans, ceux-ci s'aspergent de poussière par respect. Un geste d'humilité qui va beaucoup impressionner Ibn Battuta. Le Mansa l'accueille donc avec un morceau de bœuf, du lait caillé et des gâteaux. Ibn Battuta se plaint de ce repas qu'il juge beaucoup trop sain par rapport à la grandeur de l'empire aurifère du Sahel. On finira par lui offrir l'or qu'il voulait. Il reste un peu, puis reprend la route vers Tombouctou avant qu'elle ne devienne ce grand centre du savoir. Il passera aussi par Gao, ce grand centre urbain, avant de rentrer au Maroc sous ordre du sultan. De retour à Fès en 1354, Ibn Battuta rend compte au sultan de son récit de voyage. Ce passage sur l'empire du Mali, bien que teinté de son regard d'érudit musulman, demeure une source précieuse sur l'Afrique médiévale, un empire riche, structuré, où savoir et commerce se mêlaient déjà aux routes du monde. Des sables du Mali au rivage de Tanger, le voyage d'Ibn Battuta se referme. Mais dans sa ville natale, son nom ne s'est jamais éteint. Il vit encore gravé sur les murs, les enseignes et même le stade. Bien que son nom officiel soit le Grand Stade de Tanger, il est communément appelé Stade Ibn Battuta. Donc ouais, je te disais, les billets pour la CAN, en vrai c'est super facile. Oups là, pardon, excusez-moi, jeu d'acteur en français. Nous nous retrouvons ici devant le Grand Stade de Tanger, le plus grand du royaume, 75 000 places. Il dépasse le complexe sportif Prince Moulay Abdallah. Aujourd'hui, c'est un des stades qui va accueillir de grandes compétitions internationales, la CAN 2025 qui arrive bientôt au Maroc, la Coupe du Monde 2030. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que je parle de ce stade dans un reportage concernant Ibn Battuta. Eh bien, c'est normal, le nom Ibn Battuta est donné à ce stade officiellement appelé Grand Stade de Tanger par tous les Tangérois et même les supporters de l'Ittihad Tanger en raison de la symbolique de cette figure emblématique de la perle du Nord. Et bien aujourd'hui, tout le monde l'appelle Ibn Battuta. Vous demandez à n'importe qui dans la rue, même à quelqu'un, je peux demander dans la rue ici, comment s'appelle, il me dira Ibn Battuta. Ibn Battuta n'était pas seul. L'Afrique a toujours voyagé avant qu'elle ne soit soi-disant découverte. Et parmi eux, Aboubakari II, Mansa du grand empire du Mali. Mansa Aboubakari II, empereur du Mandé, règne sur le pays de l'or. Mais une idée le hante, découvrir ce qu'il y a au-delà de l'horizon, là où la mer touche le ciel. Il fait construire une première flotte de 200 pirogues. Une seule reviendra. Au sultan, nous avons voyagé pendant un long moment jusqu'à ce qu'il apparaisse en pleine mer une rivière avec un courant puissant. Le mien était le dernier de ces navires. Les autres sont allés de l'avant, mais lorsqu'ils ont atteint cet endroit, ils ne sont pas revenus et on n'en a plus vu et nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. Il ordonne alors une seconde expédition, cette fois immense. Il parta sans hésiter. 2000 embarcations, la moitié pour les équipages, les griots et les femmes, et l'autre remplie d'or et de vivres. Cette fois, il part lui-même, laissant son trône à Mansa Moussa, son frère, et disparaît à jamais dans l'océan. En effet, son présumé successeur, lors de son pèlerinage à la Mecque, s'est entretenu avec le gouverneur du Caire qui lui a demandé comment il a obtenu son trône. Et ce dernier lui répond. Nous appartenons à une maison qui transmet la royauté par héritage. Mon prédécesseur ne croyait pas qu'il était impossible de découvrir la limite la plus éloignée de l'océan Atlantique et souhaitait vivement le faire. Il s'embarqua sur l'océan Atlantique avec ses hommes. Ce fut la dernière fois que nous l'avons vu, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, et je suis donc devenu roi à part entière. Ce récit est compté dans l'encyclopédie de l'historien Al-Umari dans son livre Masalik al-Absar qui date du XIVe siècle. Des siècles plus tard, certains verront dans son voyage une légende,
Mais des chercheurs comme Gausso Diawara dans Aboubakari II, explorateur mandingue, affirment que des traces existent. Il évoque des indices culturels africains retrouvés dans le Pernambuco brésilien, un nom dérivé, selon lui, de Bourbambouk, qui signifie champ d'or, référant au richissime royaume du Mali. Cette histoire d'Aboubakari II fut effacée, comme tant d'autres. Mais les cartes anciennes, comme la carte Mania du XIIe siècle ou la carte Messia de Villa d'Este de 1413, mentionnent déjà des routes maritimes africaines. Et avant lui, il y en avait d'autres, comme des pharaons égyptiens tels que Néchao II ou des marins carthaginois tels que Anon le navigateur qui avait parcouru les côtes africaines jusqu'au Cameroun. Et oui, l'Afrique a toujours eu le sens du large. Et si l'Afrique a eu ses explorateurs, elle a aussi eu ses diplomates, des hommes et des femmes qui ont fait de leur voyage un acte politique, des Africains qui ont su parler d'égal à égal avec Rome, Byzance et Cordoue. Et bien avant Byzance, le royaume de Kouch régnait sur le Nil. Sa capitale Méroé fut une cité savante, commerçante et respectée. Ses rois échangeaient avec Ninive et la Judée. Des sceaux mêlant symboles africains et assyriens témoignent de cette diplomatie antique. Mais la plus illustre de tous fut celle de la reine borne Amanirenas. En l'an 20 avant Jésus-Christ, cette reine de Nubie bat les légions d'Auguste. Puis elle envoie des ambassadeurs sur l'île grecque de Samos pour négocier la paix. Une reine africaine qui dicte ses règles à Rome sans jamais baisser la tête. Après Kouch, 3 royaumes héritent de cette diplomatie, Nobati, Makuri et Alodi. En 541 et 569, ils reçoivent des délégations byzantines. En 573, la Makuri envoie à son tour un émissaire à l'empereur Justin II. Plus tard, le roi nubien Moïse Georges entreprend un pèlerinage jusque Saint-Jacques de Compostelle, preuve d'un dialogue spirituel entre Afrique et Europe, et cela bien avant la Renaissance. À l'ouest, d'autres diplomaties s'exercent, celle du savoir. Avec l'expansion d'Al-Andalus, les lettrés du Ghana et du Soudan occidental traversent le Sahara. Le géographe El-Zohri écrit « Le Ghana est peuplé de juristes et de lecteurs du Coran devenus des figures de référence à Al-Andalus. Et parmi eux, Ibrahim Al-Kanemi, un lettré noir, grammairien venu de Kanem au Niger, formé à Marrakech qui enseignera à Cordoue où il mourra en 1211. L'Afrique aussi exportait ses intellectuels. Sur la côte atlantique, les royaumes africains poursuivent l'échange. En 1486, le Bénin envoie des émissaires au Portugal, le Congo et le Jolof suivent. Puis au XVIIe siècle, Alada et les Temnés de Sierra Leone dialoguent à leur tour avec la France et l'Espagne. Les relations sont alors réciproques. Les rois africains reçoivent, négocient et envoient à leur tour des ambassadeurs. L'Afrique n'a jamais attendu qu'on la découvre, elle a toujours voyagé, négocié, transmis. Et bien avant qu'on cherche à la définir, elle s'était déjà racontée. Ce qu'on appelle aujourd'hui découverte n'est souvent qu'une rencontre déjà commencée dont on a voulu redéfinir les rapports de force. Et le récit que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est pas un retour au passé, c'est une reconquête. Car la conquête la plus dangereuse n'a pas été celle des terres, mais celle des esprits, et c'est celle-là que nous devons défaire. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que de réparer, mais de se souvenir, de reprendre la parole, de dire à nouveau ce que nous avons été, ce que nous sommes, ce que nous deviendrons de notre perspective avec notre propre angle d'analyse. Sanou, c'est ce voyage-là, une Afrique qui se retrouve en se racontant, une Afrique qui marche vers le monde avec son propre regard, avec ses propres mots. C'était le premier documentaire sur cette chaîne. Bienvenue sur Sanou, l'Afrique qui se raconte.